Bonjour et bienvenue sur Philosophiae. Un petit disclaimer. L'objet de ces vidéos n'est surtout pas de vous dire pour qui voter, les médias le font très bien, mais d'épouser une perspective froide, analytique, stratégique, désillusionnée, sous le patronage froid du réalisme machiavélien. Il s'agit de penser hors de la boîte, de penser par conséquent non pas dans le cadre du système, mais de penser le cadrage du système. Je fais donc des vidéos généralistes, d'introduction, d'hypothèses, de propositions de réflexion. Et à vous d'aller plus loin et de voir les experts des différents domaines abordés afin de préciser et corriger les inévitables faiblesses de mes propositions, je le répète, introductives, tout simplement. Pour cette vidéo, le plan est le suivant. On traitera donc de 1. Le vote électif, le vote législatif et quelques considérations anthropologiques. On reviendra sur le référendum d'initiative citoyenne qui m'est si cher. Troisièmement, la théorie de l'épouvantail ou de l'opposition contrôlée, je pense que c'est assez important quand même. 4, on parlera de la triangulation, de la servitude avec le parti central et les deux partis considérés comme extrêmes. Cinquièmement, qu'il faudrait sortir de cette triangulation et s'émanciper de la domination intellectuelle des partis. Et on terminera par un retour sur le fake-washing. Donc je défendrai un peu les idées suivantes. Premièrement, la démocratie semi-directe implique en effet une anthropologie optimiste quant à l'intelligence du peuple. Deuxièmement, que le RIC étant majoritaire à l'Assemblée, c'est étonnant. Cela devrait être l'occasion de tester si nous avons affaire à du fake-washing démocratique, de la fausse démocratie, de la démocratie d'apparence, et de l'opposition contrôlée, ou au contraire à des hommes sincères et vraiment démocrates. Concernant le troisième et le quatrième point, on pourrait dire que dans une vision pessimiste de notre vie politique, nous sommes manipulés par des épouvantails, de droite et de gauche, et qu'une triangulation est faite de fausses oppositions contrôlées et complaisantes avec le pouvoir central de la, disons, souveraineté européenne ou euro-atlantiste, qui serait quand même un peu comme l'éléphant au milieu du salon. Cinquièmement, on défendra l'idée que les partis politiques, bien que censément nécessaires, et à cause de la lutte pour l'attention, font trop souvent primer le pathos, la division, les anathèmes, les amalgames, et ils sont fatigants et en fait ils font primer la bêtise. Et enfin, sixièmement, qu'il faut bien ajouter à la catégorie du fake-washing le fake-washing démocratique, tout en ajoutant aussi, pour terminer, que ce fake-washing, cette instrumentalisation de la morale, a tout fait de produire un effet inverse dangereux de répulsion quant aux valeurs originelles instrumentalisées. Je propose d'emblée une citation aussi de Strauss pour cadrer un peu les choses. Une science sociale qui ne peut parler de la tyrannie avec la même assurance que la médecine, par exemple, lorsqu'elle parle du cancer, ne peut pas comprendre les phénomènes sociaux dans leur réalité. Elle n'est pas scientifique. Or, la science sociale se trouve actuellement dans ce cas. Et donc, il me semble y avoir comme un déni de la tyrannie actuelle, alors tyrannie avec les guillemets. Passons et commençons. Vote électif, vote législatif et considération anthropologique. En premier lieu, pensant à la séquence politique que nous traversons, on ne s'ennuie pas en France, je tiens à rappeler que nous avons été, avec ces élections législatives, dans le cadre du vote électif, et non du vote législatif. Et ainsi dans la cession de notre pouvoir à d'autres. Nous sommes restés dans le cadre confus et assez changeant et imprévisible de la démocratie à peu présentative, j'ai envie de dire. Et non dans un processus orthodoxe et clair de démocratie directe, où le peuple vote directement les lois. Nous appelons cela des élections législatives, mais il faut le comprendre comme des élections de transfert ou de cession de la puissance législative aux représentants. Alors en ce qui me concerne, je défends fermement pour l'heure la voie suisse de la démocratie semi-directe, qui me semble être une voie positive, une voie d'espérance, une voie nous immunisant contre les pouvoirs autoritaires et antidémocratiques. Encore, avec la démocratie semi-directe, il n'y a pas d'anti-parlementarisme, mais une, disons, saine régulation du Parlement, je trouve. C'est, je le répète, une voie équilibrée, modérée, raisonnable et respectueuse.
Il reste en effet qu'une telle option dépend de postulats anthropologiques. Ce postulat fondamental, c'est que le peuple n'est pas majoritairement débile. Si au contraire vous estimez que le peuple est trop passionnel, stupide et mal éclairé, si vous considérez que la culture médiatico-culturelle dominante est le reflet des passions humaines, et qu'il n'y a pas d'ingénierie psychosociale régressive à l'œuvre, il est naturel que vous préfériez le régime représentatif seulement, voire même la technocratie européenne. De même, si mes postulats anthropologiques changent, mon choix du système politique, qui me semble être le meilleur, devra aussi par conséquent changer. Donc nous ne sommes pas obligés en effet de partager les mêmes postulats. Seulement, lorsque les dirigeants semblent incapables de faire un travail correct, on a d'autant plus de raisons, par contraste, de s'en remettre au jugement du peuple, compris d'être éclairé et encore quelque peu sensible à l'intérêt général. Le référendum d'initiative citoyenne. Ce référendum est l'élément le plus fondamental de la démocratie semi-directe, que ce dernier propose des lois ou des abrogations de lois. Or, ce qui est tout à fait étonnant ou déroutant, c'est que les deux grands partis victorieux du premier tour de ces élections législatives en France défendaient le RIC dans leur programme. Et oui, même l'extrême droite. Cela est perturbant de se dire que des fascistes puissent être démocrates, en effet. Donc, sous ce mot trop utilisé de fascisme, on entend au moins, disons, l'idée d'un pouvoir extrêmement autoritaire. Et or, par définition, accorder le référendum d'initiative citoyenne, c'est par essence céder du pouvoir, partager du pouvoir, donc reconnaître l'existence et les droits de l'autre, et ici du peuple. Alors qu'en penser ? Ne pouvant lire dans les esprits, seule l'expérience pourra nous dire si les deux formations politiques sont sincères, une seule, ou aucune des deux. Et dans ce cas, on pourra reconnaître encore le fake washing à l'œuvre. Le fait de feindre une préoccupation démocratique pour ensuite faire en sorte de faire oublier que ce n'était qu'un hameçon électoral pour se faire bien voir. Mais si ces gens sont sincères et capables de dépasser leur haine réciproque, en soi, ils ont la majorité absolue. Ils représentent 57,32% des électeurs du premier tour et ont 323 députés pour voter ce RIC. Cela est tout à fait possible. Le Parlement français, à la différence du Parlement européen, a la possibilité d'être à l'initiative des lois et pas seulement de les voter. L'article 39 de notre Constitution précise que l'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. Alors j'ai tout de même un peu peur de me tromper, n'étant pas juriste, car peut-être bien que le domaine de la loi défini par l'article 34, j'ai appris, ne saurait contenir peut-être un élément d'aussi haute stature que le RIC, et que ce dernier impliquerait une révision constitutionnelle. Donc j'envisage peut-être avec un peu de pessimisme que la structure du pouvoir en place trouvera toujours quelque chose pour continuer à s'asseoir sur la souveraineté du peuple et son expression cardinale, à savoir son droit naturel à participer à la puissance législative. Encore, le RIC est effectif en Italie, mais limité par la Cour constitutionnelle. Il ne peut concerner la fiscalité ou les traités internationaux. Il n'est donc pas menaçant, me semble-t-il, pour l'UE. Ce qui me permet de préciser, la vraie question est donc de savoir qui est le souverain légitime. Si on estime que c'est le peuple, le RIC ne devrait en soi n'avoir aucune limite de principe. Bref, sur ces sujets, il nous faut bien entendu l'éclairage de tous les savants de la politique et du droit et toute l'intelligence collective. Mais l'idée, c'est que ce vote, même s'il doit passer par une réforme constitutionnelle, il est aujourd'hui possible dans l'état de l'Assemblée actuelle. Donc les deux extrêmes seraient-ils alors les modérés démocratiques dont nous avons besoin ? Et si tel n'est pas le cas, ils rentreraient, je crois, assez facilement dans la case de l'opposition contrôlée, de ces oppositions de déviation, juste aptes à renforcer le pouvoir central et servir d'épouvantail. Les Français, eux, majoritairement, ne veulent plus du centre. Alors qu'en est-il de ces deux formations politiques ? Seraient-elles capables de dépasser leur haine réciproque au nom, par exemple, d'un intérêt démocratique supérieur ? Est-il plus raisonnable de penser que tout cela est faux et que nous vivons avec
de vulgaires épouvantails, un Tsipras Meloni, et une triangulation de la servitude. Je passe à l'importante théorie de l'épouvantail complaisant ou de l'opposition contrôlée, sur lequel il faut quand même attirer l'attention. Qu'il est difficile de convaincre les gens par la voie du logos de la raison. En revanche, il est bien plus facile d'utiliser l'éthos et le pathos, de leur faire peur ou détester quelqu'un qui s'oppose à vous. La stratégie indirecte est tellement plus efficace. On peut prendre l'image de la chasse, ou du judo même. Il faut pousser avant de faire chuter de l'autre côté. Poursuivre et chasser le gibier est difficile, mais si vous envoyez les chiens en face, vous laissez venir le gibier à vous, sans forcer. Ici, le gibier, c'est le peuple. Les chiens, c'est le mauvais objet de détestation qu'est l'extrême droite. Les chasseurs, ce sont les dirigeants autocratiques qui n'aiment l'élection que lorsqu'elle est pleinement contrôlée. C'est là une thèse paranoïaque pour certains, douteuse pour d'autres, évidente et stratégique pour moi et d'autres. Pour paraphraser Voltaire parlant de Dieu, je dirais volontiers, si l'extrême droite n'existait pas, il faudrait l'inventer. Comme c'est pratique. Avec un tel postulat machiavélien de ma part, on comprend mieux pourquoi ce parti est dans un premier temps très médiatisé. Et c'était le cas durant les élections. Et presque valorisé, normalisé, puis au second tour, enterré et discrédité, pour ne pas dire auto-discrédité, avec le retour de la Deuxième Guerre mondiale et son lot habituel d'anathèmes. Encore, il semble assez évident que ce parti donne trop souvent à mes yeux le bâton pour se faire battre. C'est l'adversaire idéal du pouvoir central, puisqu'il est très clivant, et insupporte une large part de la population. Bref, on vit dans une forme de réflexe conditionné assez esclavagiste, je trouve, de par son côté répétition compulsive. Je crois que le but reste toujours le même dans la démocratie à peu présentative, à savoir que le pouvoir reste dans les mains des puissants, que par l'intermédiaire des médias, le pouvoir soit donné à des inoffensifs, afin que les vrais souverains, l'UE, la BCE, la Commission, l'OTAN, certains juristes, les puissantes multinationales, afin que ces derniers règnent. Si cette hypothèse est vraie, cela voudrait donc dire que ce sont les élections en elles-mêmes qui apparaîtraient comme étant du fake-washing démocratique. J'ai quand même tendance à le croire. Je suis tout à fait prêt à accepter l'idée. Et je me permets de vous la partager car je la trouve importante. Ne pas le comprendre, c'est risquer de vivre cette éternelle répétition. Alors c'est pas moi qui invente cette idée, je l'ai entendue ailleurs. Et je crois que je n'y aurais pas pensé spontanément. Moi aussi, j'étais trop enfermé dans la caverne émotionnelle de notre culture. Penser hors du cadre du système demande en effet un peu de temps, de maturité, d'expérience, de recul et de culture stratégique. De la bipolarisation fasciste à la triangulation de la servitude. Au fil du temps, nous sommes passés de l'alternance unique entre la droite et la gauche, qui globalement fait la même politique exigée par l'UE, j'ai l'impression, à une bipolarisation où l'extrême droite sert d'épouvantail utile et prend en otage nos concitoyens. L'extrême gauche aussi est encore plus devenue, parce que c'était déjà un peu le cas aussi avant, à la suite des événements à Gaza, tragiques, un nouvel épouvantail recevant le qualificatif infamant d'antisémite. Ainsi on le comprend, tout ce qui s'oppose au pouvoir central devient nazi, fasciste, antisémite, dans la plus pure tradition de l'amalgame autorisé, conformément au terrorisme intellectuel médiatique. C'est dur pour un philosophe de vivre dans cet univers intellectuel. Donc amalgame interdit d'un côté et autorisé de l'autre, la double éthique dans toute sa splendeur. Bon, qu'en penser? C'est le karma ou de l'injustice? C'est une erreur de communication et une complaisance électoraliste? Complaisante opposition contrôlée aussi? Je ne sais pas. En tout cas, le narratif plausible de la lutte contre le bloc Macron-RN, soit le fascismo-capitalisme, n'a pas résisté à l'examen. Et le barrage habituel a eu lieu contre le RN. Peu importe donc la situation est la suivante. Les deux épouvantails ne peuvent pas se sentir et préfèrent voter pour le centre. On peut ainsi proposer le schéma d'analyse suivant, tout simple. Au pouvoir central modéré s'opposent en apparence Fidel Castor et Jordan Pollux,
Tsipras et Mélanie, l'épouvantail de gauche et l'épouvantail de droite. Castor et Pollux, en termes de culture générale, c'est aussi la constellation des Gémeaux. C'est très très fort astrologiquement quand même. Donc beaucoup de gens se moquent de cette castorisation de la vie politique française où l'on fait des barrages à l'extrême droite. C'est vrai que ça fait un peu réflexe conditionné, mode Pavlov, si bien que les gens sensibles à cela vont voter pour Madame Borne, qui est quand même un comble. C'est vraiment, comme dirait Sade, l'infortune de la vertu. Toutefois, je crois que la castorisation, elle est générale, et aucunement réservée à nos concitoyens de gauche. Bref, comme les deux oppositions se détestent au plus haut point, on peut comprendre que le pouvoir central, il a sa force d'appui, ses stabilisateurs, ses amortisseurs de droite et de gauche. La triangulation est activée. L'homéostasie assurée par deux jambes. L'équilibre sera, peut-on penser, préservé. Il n'est donc pas difficile de comprendre que le centre au deuxième tour gagne. Soit avec un épouvantail de droite, soit avec un épouvantail de gauche. Mais attention, les épouvantails sont façonnés pour perdre. Si l'un des deux gagne et dirige vraiment, la théorie est quasiment réfutée. Encore, cette triangulation permet au pouvoir central de se faire passer tantôt pour la victime, tantôt pour le sauveur. Alors qu'étant le seul au pouvoir, s'il y a un bourreau, ce ne peut être que lui et lui seul. Afin de sortir de cette triangulation de la servitude, je ne vois d'autre solution qu'un, disons, parti de libération démocratique, au-dessus des clivages habituels, apte à faire du commun plutôt que de la détestation réciproque. Au regard des anathèmes de nos deux épouvantails, on retrouve en effet les contraintes de la communication de notre époque, la culture du buzz et l'importance du cadrage et la puissance des grands médias. Le pouvoir en place déterminera les critères, ce qu'est la modération, ce qu'est l'excès. Il imposera son référentiel, fera croire qu'il est lui-même modéré. On peut penser à la philosophie de Hobbes ou Spinoza, celle d'une morale assise sur la seule considération de l'intérêt et de la puissance. Ils appellent bon et modéré ceux qui accroît leur puissance, et mauvais et extrémiste ceux qui la diminuent. Tout simplement. Il demeure que je trouve assez impossible de considérer le centre, ce parti de l'hyperendettement, de la guerre et de la vassalisation, puisse être envisagé une seule seconde comme étant soucieux de l'intérêt général, démocrate et modéré. Bon, évidemment non. Ils m'apparaissent comme des évangélistes de l'auto-annihilation, tant ils ne semblent pas du tout défendre les intérêts du pays. Enfin, c'est quand même, j'ai l'impression, mais je peux me tromper. Mais le bilan économique et géopolitique parle de lui-même. Alors on le voit, nous sommes enfermés dans une triangulation et le pouvoir central est protégé par cette triangulation. Les espoirs de liberté se font insulter et la servitude se retrouve encensée. Je crois que c'est bien notre situation. Et il semble bien que l'élément clé de discorde qui fait que les deux épouvantails sont amenés à se détester, c'est la question xénocentrique, mise justement au centre de l'univers. Donc cette centration sur la figure de la diversité ethnique permet ainsi la tension, c'est très grave, la montée dans l'émotionnel, le pathos, l'emballement, et aussi une forme de culpabilisation de masse quand même. Et la mise en périphérie surtout des autres questions décisives, l'éléphant au milieu du salon. Sans oublier bien entendu le fameux et classique « diviser pour mieux régner », comment s'en étonner, c'est tellement efficace. Ainsi, des questions rationnelles et techniques deviennent des tabous, des questions psychologiques et morales. Et pendant que l'un regarde le maghrébin, il ne voit pas que le pouvoir lui a été confisqué. Pendant que l'autre regarde le xénophobe, il oublie aussi combien le pouvoir central l'a opprimé et a sérieusement détruit son avenir et même en redemande. Encore, avec les colossaux transferts de souveraineté vers l'UE, on peut se demander si en fait nos politiciens ne sont pas plutôt devenus de simples intermittents du spectacle. Ce sont de bons comédiens. Du spectacle de notre servitude. Peut-être même que cette perte radicale de pouvoir leur impose, ou leur suggère, de surcompenser dans les questions de morale et d'éducation, et le pathos évidemment. C'est un peu triste. Si ces choses sont maîtrisées comme je le crois, nous avons affaire à une forme d'ingénierie des perceptions, par une prestidigitation de haute tenue, puisqu'il s'agit de nous faire très habilement consentir à notre propre servitude. Sortir de la triangulation et de la domination intellectuelle des partis politiques.
La pensée ne saurait aucunement se réduire à un ridicule bulletin de vote électif. Pourquoi accorder tant d'importance à la confusion même, à une croyance, une confiance trop souvent trahie? Nos partis politiques, complaisants et ou broyés par le système médiatique, et la guerre pour l'attention, se retrouvent trop rapidement éloignés de toute raison, j'ai envie de dire. Trop tragiquement, le pathos, l'appartenance au groupe et la haine identitaire l'emportent sur le respect et la vérité ou le réalisme. Ils jouent pleinement dans la toxicité des élections et ce climat de guerre civile intellectuelle où les passions sont chauffées à blanc. Et comment peut-on penser ou faire société dans de telles conditions? On ressent bien qu'alors ce n'est plus la place de la pensée. Les débats ne sont plus approfondis. Et l'organisation des débats nous font assister à des fragmentations de pensée, où globalement on reste assez en surface. Je ne veux pas trop accabler les hommes politiques, il y a aussi évidemment le cadre médiatique qui leur est imposé. Toutefois, il n'est pas inintéressant d'écouter Simone Veil sur ce point. L'usage même des mots de démocratie et de république oblige à examiner avec une attention extrême les deux problèmes que voici. Comment donner en fait aux hommes qui composent le peuple de France la possibilité d'exprimer parfois un jugement sur les grands problèmes de la vie publique? Comment empêcher, au moment où le peuple est interrogé, qu'il circule à travers lui aucune espèce de passion collective? Si on ne pense pas à ces deux points, il est inutile de parler de légitimité républicaine. Des solutions ne sont pas faciles à concevoir, mais il est évident, après examen attentif, que toute solution impliquerait d'abord la suppression des partis politiques. Pour apprécier les partis politiques selon le critère de la vérité, de la justice, du bien public, il convient de commencer par en discerner les caractères essentiels. On peut en énumérer 3. Un parti politique est une machine à fabriquer de la passion collective. Un parti politique est une organisation construite de manière à exercer une pression collective sur la pensée de chacun des êtres humains qui en sont membres. La première fin, et en dernière analyse, l'unique fin de tout parti politique est sa propre croissance, et cela sans aucune limite. Par ce triple caractère, tout parti est totalitaire en germe et en aspiration. S'il ne l'est pas en fait, c'est seulement parce que ceux qui l'entourent ne le sont pas moins que lui. Ces 3 caractères sont des vérités de fait évidentes à quiconque s'est approché de la vie des partis. Les partis politiques créent ainsi des passions collectives qui court-circuitent la raison, exigent une homogénéisation intellectuelle et l'esprit de Kant. Ce ne sont pas des structures rationnelles ouvertes au dialogue. Les partis se trouvent très rapidement en recherche d'accroissement du pouvoir, dans des considérations stratégiques, bien plus que dans la recherche du bien, de la vérité, de l'intérêt général. Les moyens remplacent la fin. La plupart des partis politiques, pas tous, mais placeraient leur conatus, leur intérêt, leur souci d'accroissement, avant le service qu'ils sont censés rendre. Est-il alors raisonnable et prudent de leur laisser l'entièreté de la puissance législative? Je ne le crois pas. En revanche, et j'imagine mal et pas forcément souhaitable la suppression pure et simple des partis politiques comme la philosophe. J'aimerais simplement, disons, que le temps médiatique accordé à la politique puisse plus fréquemment se faire dans un cadre transpartisan, avec des experts, des universitaires, des membres de la société civile, et ce, afin de faire monter le niveau intellectuel, plutôt que passionnel, et surtout la capacité de dialogue. J'aimerais que les gens s'entendent. Retour sur le fake-washing. Concernant les exemples concrets de fake-washing, on peut penser à Edward Bernays, qui, travaillant pour le compte de Lucky Strike, a voulu utiliser le mouvement des suffragettes, j'en ai parlé ailleurs, et pour ce faire, il organise un événement et fait intervenir des dames, parlant donc de ces cigarettes comme des torches de la liberté. Voilà. Elle désirait le droit de vote et superbe association qui est greffée sur le courant. Donc quelle belle aspiration à l'égalité, quelle noble émancipation à l'égard des tabous culturels. C'est vraiment un cas assez infect de pinkwashing, mais terriblement habile. On le voit. Avec un peu de sens marketing, de com, on arrive à changer complètement les tabous culturels. L'opinion publique, ça se travaille, c'est malléable. Et contrôler les médias, c'est contrôler le contenu du surmoi de l'opinion publique. C'est très puissant. Ce sont des secteurs stratégiques. Je pense aussi que les grandes entreprises adorent le fake-washing.
Cela redore leur image de marque et fait oublier leur rapacité, peut-être. Quant à la politique, on peut penser à la gauche, je crois qu'on dit Terra Nova. Cette gauche qui a cessé d'être sociale, abandonnant les classes populaires, les ouvriers, pour devenir une gauche morale, essentiellement soucieuse, en apparence, de xénophilie et de féminisme, dirait-on. Cela n'est pas forcément fake dans ce cas, je sais bien qu'il existe des hommes et des femmes politiques sincères. Mais c'est aussi peut-être la conséquence d'une politique désormais aliénée à l'Union européenne et qui de fait doit surcompenser dans la morale, surinvestir la morale, le langage, la com et les sentiments, tellement la puissance sur le réel nous échappe à présent. Une certaine dose de malveillance n'est toutefois pas à exclure. Je ne m'avance pas plus sur les exemples. Mon optique est simplement ici de faire entendre que l'hypothèse du fake washing est extrêmement évidente, et par là rehausser notre niveau légitime de méfiance à l'égard de ceux qui nous dirigent, privés comme publics. Au fond, la simple philosophie de Machiavel dans le chapitre 18 du Prince rend l'idée de fake washing absolument élémentaire au sein d'une philosophie politique réaliste qui ne se raconte pas d'histoire. Encore, peut-être qu'on peut relier cette idée de fake washing à l'effet paravent dont parle Monsieur Ignacio Ramonet dans La tyrannie de la communication. Et l'effet paravent a fonction de diversion, et il écrit à ce sujet « Un événement sert à en cacher un autre. L'information occulte l'information. » Regardons donc pour terminer ce schéma. Aux trois premières espèces de fake washing, on peut ajouter donc le fake washing démocratique. Pour appeler ça le demo washing ou demos washing si on y tient. Donc un fake washing consistant à faire croire au peuple qu'il est souverain, alors que c'est le président, le Parlement ou l'Union européenne et autres structures qui dirigent, bref, surtout pas lui. Et donc, on peut penser à des artifices comme le référendum d'initiative partagée, dont j'ai parlé. On pourrait même se dire que nos élections elles-mêmes, avec le cadrage et l'accompagnement et le filtrage médiatique douteux qui l'accompagnent, la triangulation de la servitude dont nous avons parlé, les sondages, etc., tout cela, ça rentrerait très facilement dans du demos washing, dans du fake washing démocratique. Le pouvoir des médias est incontestable. Les effets de la visibilisation et de l'invisibilisation en particulier. Et même si les médias ne gagnent pas tout le temps, ils ne nous imposent pas toujours absolument ce qu'il faut penser, ils imposent assez puissamment, je crois, ce à quoi il faut penser, de manière plutôt indirecte. Donc tout ce fake washing se caractérise par la promotion et l'instrumentalisation de ces diverses causes, selon une logique utilitaire d'accroissement de puissance, et les avantages sont conséquents. Une entreprise ou un État peut redorer son image ou au moins faire oublier un instant ses méfaits. À quoi j'ajoute un usage plus malveillant encore et relevant de la guerre psychologique, faisant perdre au peuple sa lucidité, son réalisme, en lien pourtant avec son instinct de conservation et la conscience de ses intérêts. Alors j'ai pensé rapidement à la survisibilisation, l'invisibilisation, l'idée de désorienter, de culpabiliser le peuple, de créer de la dissonance cognitive, de faire diversion, d'imposer une fausse hiérarchie de priorité, d'opposition contrôlée, de dépolitiser le peuple, le rendre apathique, et aussi de diviser le peuple et de faire monter la tension. Donc des usages un peu dark du fake washing, qui rentrerait dans la guerre psychologique. Donc le fake washing est bien trop fonctionnel pour ne pas exister. Mais si cet usage est trop excessif ou peu crédible, il peut en arriver à discréditer la cause originelle, par association justement avec d'autres idées. Par exemple, si c'est cela la démocratie, en effet on pourra se penser antidémocrate. Autrement, si le féminisme sait considérer que le masculin est toxique en lui-même, avec un processus d'amalgame qu'on a pourtant appris à s'interdire, normalement, par exemple avec les étrangers, alors en effet, un homme n'aura pas envie d'être féministe, etc. Et même d'ailleurs, si le pouvoir en place était vraiment xénophile, il accueillerait mieux, il valoriserait les réussites de ces nouveaux venus sur le territoire. Il ne laisserait pas l'insécurité monter. Je termine cette addition avec ce passage du livre anonyme très très intéressant, Gouverné par le chaos, qui parle au fond du xénowashing avec la pince extrême droite d'un côté et SOS racisme de l'autre. Et c'était l'époque du président François Mitterrand. Écoutons-le pour terminer, et je vous dis à très bientôt sur Philosophiae.
Un autre exemple de façonnage dépolitisant des perceptions fut l'introduction du communautarisme ethnique en France par le Front National au début des années 80. Probablement inconscient du rôle d'idiot utile qu'on allait lui faire jouer dans ce vaste plan d'ingénierie des perceptions, le FN a eu comme impact sociétal d'implanter durablement la perception de l'apparence physique dans le logiciel de la culture politique française. Avant le Front National, la couleur de la peau ou le type ethnique étaient certes perçus, mais n'entrèrent pas dans la composition du discours politique. Le degré zéro de la pensée politique était atteint, l'attention était détournée de la question du capital, le leur avait rempli son rôle. Une nouvelle réalité politique venait d'être construite, dans laquelle la couleur de la peau et le type ethnique se mettaient à jouer un rôle plus important que le salaire et le niveau de vie. Cette accentuation des différences secondaires au plan politique permet également de briser les solidarités au sein des classes moyennes et populaires, diviser les pauvres entre eux, les dresser les uns contre les autres pour les affaiblir.